Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors évidemment, ce qui occupe nos esprits, vos esprits, parce que l'actualité est là, c'est cette réforme des retraites, l'annonce d'Elisabeth Borne avec des points précis, 64 ans, le nombre d'annuités, et évidemment les débats et les polémiques qui vont s'en suivre. On va faire un focus aujourd'hui sur les demandeurs d'emploi, parce que c'est un peu les grands oubliés de cette réforme. Ils ne sont pas cités, on n'évoque pas la situation des demandeurs d'emploi dans cette réforme. On a envie d'en savoir plus, et on va en savoir plus avec Nathalie Annette. Bonjour Nathalie, vous êtes présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous étiez venue sur notre plateau en juin lors de votre... En juillet, vous aviez été élue en juin dernier. Là, aujourd'hui, on fait vraiment un focus important sur la situation de ces demandeurs d'emploi, et on fera évidemment un double focus sur les seniors. D'abord, un tout petit mot pour savoir un peu où vous vous situez et de quelle fenêtre vous parlez. Est-ce que Solidarité Nouvelle face au chômage font partie des négociations, des tables rondes, des discussions, puisqu'on voit évidemment des portes qui s'ouvrent et qui se referment avec des syndicats? Est-ce que vous êtes invité autour de la table pour apporter votre contribution à cette réforme des retraites? Solidarité Nouvelle face au chômage accompagne des personnes au chômage. Donc nous sommes 2400 bénévoles qui accompagnons 4000 personnes par an, parmi elles 30% de seniors. Pour autant, ça ne fait pas de nous des interlocuteurs représentatifs et engagés dans ces négociations. Donc, ce qui ne nous empêche pas de faire une analyse et de suivre ce qui se passe sous le prisme et à travers le regard des personnes que nous accompagnons. Le constat, c'est que les seniors, donc les plus de 50 ans, sont aujourd'hui pris en tenaille entre les deux réformes de l'assurance chômage et des retraites. Évidemment. L'assurance chômage qui fait que leur durée d'indemnisation va se réduire de 25% à compter du 1er février prochain. C'est ça. Pour ceux dont le contrat de travail finira à cette échéance. Et la réforme des retraites, on l'a appris hier, puisque l'âge de la retraite 64. est reculé à 64 ans. Alors je mets un bémol, parce qu'en fonction de la date à laquelle on a commencé à travailler... progressivement. Progressif. Alors, y a avant 16 ans... Les 64 ans vont s'appliquer complètement à partir de 2030, sous réserve des 43 trimestres de cotisation à compter de 2027. Et il y a quand même tout un tas de mesures qui visent à compenser, améliorer la situation des seniors, mais on va y revenir. Elles ne sont pas toutes à la mesure ou à ce stade rassurantes pour le sort de ces personnes. On va parler des seniors. Juste un petit mot, parce qu'on ne le sait pas lorsqu'on n'a pas traversé une période de chômage, mais la cotisation retraite n'existe pas d'un point de vue juridique lorsqu'on cotise, lorsqu'on est indemnisé par Pôle emploi. Comment ça marche? Il y a un minimum. Il y a un minimum. Il y a un minimum de cotisation. Ça correspond à quoi? Alors, pardon, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça diminue forcément l'accès à la retraite pour ces personnes. La vraie difficulté et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on a des témoignages qui sont quand même poignants. François, 58 ans, cadre, divorcé, au chômage depuis 2 ans. Elle dit « Mon angoisse, c'est de vivre sous les ponts. Je n'ai pas prévu de vivre au crochet de mes enfants. » Pourquoi? Concrètement concrètement, elle arrive au bout de ses droits à indemnisation. Elle va passer à l'allocation de solidarité. Et, juste avant le RSA. En fait, on peut accéder à l'allocation spécifique de solidarité quand on a 5 ans de cotisation, ce qui est largement son cas, ou au RSA quand on n'a pas ce dispositif-là. Donc c'est l'équivalent du RSA. C'est l'équivalent et qui prend en compte que sa situation personnelle, tandis que le RSA, il prend en compte éventuellement si elle vit avec d'autres personnes, s'il y a d'autres revenus, ce qui n'est pas le cas pour cette Françoise du Finistère dont je parle. Et elle évoque tout ce qu'on lit dans la presse depuis des semaines maintenant ou des mois. C'est j'ai l'impression qu'ils recherchent le mouton à 5 pattes mais qu'ils veulent le payer comme un junior. J'ai l'impression que j'effraie des managers parce que j'ai 58 ans et qu'ils ont peur de ne pas pouvoir. Elle a quel profil, Nathalie, cette femme du Finistère dont vous parlez? Alors, elle est cadre, je crois qu'elle était cadre administrative. C'est ça. Donc elle est sur un métier. Elle cherche, mais elle ne trouve pas. Elle cherche, mais elle ne trouve pas. Et elle a le sentiment constant que son âge est l'obstacle. On a l'exemple de Olivier, qui est en région lyonnaise, qui travaillait dans l'aéronautique. Ça fait 6 ans qu'il est au chômage. Donc, il est maintenant au RSA. Il a 52 ans. Et alors, certes, il s'est retrouvé au chômage suite à un burn-out. Donc, il a beaucoup trop travaillé. Mais depuis, il n'arrive plus à reconstruire. Et il dit, même témoignage que Françoise, je suis
constamment renvoyé à mon âge, pourtant il n'a que 52 ans, donc un jeune senior. Mais déjà senior. Et est renvoyé à des préjugés, mon manque supposé d'adaptabilité, mon manque supposé d'engagement. Puisqu'on est sur les seniors, il y a des statistiques et vous les avez. 1 sur 2, peut-être me trompais-je, mais je crois que c'est la bonne stat, arrivent au moment où ils vont réclamer leur droit à la retraite, arrivent en situation de chômeur, de chômage. Alors en fait, sur 10 personnes entre 60 et 64 ans, ça ne répond pas exactement à ce chiffre-là, vous en avez 4 qui travaillent, 3 au chômage et 3 à la retraite, entre 10 et 64 ans. D'accord. Donc entre 60 et 64. Donc il y en a déjà 3 à la retraite. Exactement. 3 qui arrivent en situation de demandeur d'emploi parce que l'entreprise a fait la passerelle. Exactement. Et puis 4 qui sont encore en activité. C'est ça. Concrètement, vous qui avez un regard sur ces demandeurs d'emploi et qui les rencontrez, qui les accompagnez pour leur permettre de retrouver de la dignité, parce que là vous parlez de situations humaines qui sont des situations dramatiques. On n'est pas dans des chiffres et des calculs de projet de loi de finances. C'est des gens bien concrets. C'est ça, c'est des comme humains. Vous et moi. Exactement. Concrètement, est-ce que vous en voulez, je mets des guillemets, mais aux entreprises qui, d'une manière un petit peu cynique, se délestent de leurs collaborateurs en disant bon, il te reste 3 ans à tirer, on va s'arranger, tu t'en vas. Et on fait la passerelle jusqu'à la retraite. Parce que là, c'est... Il y a 2 types de situations. Il y a en gros les grandes entreprises qui ont les moyens de faire partir les gens en leur donnant les moyens de vivre jusqu'à l'ouverture de leur droit à la retraite. C'est ça. Donc ça peut être très difficile humainement à vivre parce que les gens se sentent rejetés, mais on ne va pas sous les ponts. Mais malgré tout, ils n'ont pas l'angoisse des financières. Et ils continuent, à travers les packages en général, à cotiser et donc à pouvoir ouvrir des droits à la retraite dignes de son nom. Ils ne sont pas pénalisés financièrement, mais moralement, oui. Et puis, il y a la situation de ceux et celles qui ne sont pas dans ces grandes entreprises, qui partent quand même et qu'on fait partir quand même, et qui, eux, connaissent toutes ces difficultés, et notamment ces difficultés financières. Il y a la réforme de l'assurance chômage, et on en a beaucoup parlé sur ce plateau, avec ce fameux décret du 23 décembre qui a été annulé sur les moins 40%, si le chômage passait sous la barre des 6%, donc celui-ci a été supprimé, mais enfin, il avait quand même été validé, mis sur le tapis. Et puis, il y a quand même un sujet, je suis allé sur votre site, qui est très intéressant, et là, ça concerne vraiment au cœur de Smart Job. On nous dit, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, vous aurez 4, 5 métiers différents parfois, parce que les métiers changent, parce qu'il y a une obsolescence des métiers, puis il faut changer. Vous dites sur le site, je vous cite, à moyen terme, compte tenu de ce que la période de transition entre emplois seront plus fréquentes et pas nécessairement plus courtes compte tenu de l'ampleur des changements, toute économie faite sur les droits retraite acquis sur ces périodes se traduira par des déficits substantiels sur la couverture retraite. Pour le dire en une phrase, plus notre carrière est hachée et chaotique, c'est-à-dire on change de métier, moins on a de chances d'avoir une retraite convenable en bout de chaîne. Est-ce que c'est ça que vous dites ? Ah oui, on le dit clairement et fermement. Et on dit surtout que, au contraire de ce qu'on a laissé entendre parfois dans l'opinion et dans l'expression de certains politiques, les gens font rarement le choix du chômage. C'est exceptionnel. Notre témoignage à nous et toutes les personnes qu'on rencontre et qu'on accompagne, c'est l'inverse. Elles le subissent. Non seulement elles le subissent, mais elles sont détruites par le chômage. Perte de confiance en soi, honte, culpabilité, désocialisation. Et puis, on avait fait un travail sur le sujet. On voit que chômage et problèmes de santé riment ensemble, entre des problèmes pathologiques ou des problèmes psychiques. Ouais. Et donc, on a des effets sociaux et sanitaires, des impacts du chômage, en plus des impacts financiers que vous énoncez. Alors, l'association, on l'évoquait en début d'entretien, j'imagine que vous rêvez de pouvoir avoir Olivier Dussopt ou Bruno Le Maire pour lui expliquer très concrètement à la fois la réalité de ces demandeurs d'emploi. Quelles sont les préconisations que vous portez, que vous avez en tête, et vous dites qu'il faudrait urgemment les mettre en place? Alors, ce qui est sur la table, quand même, pour le rappeler, c'était sorti il y a quelques mois, mais là, les choses deviennent un peu officielles, c'est le fameux index senior, par exemple. Oui. Voilà, bon, pour dire aux entreprises, vous allez remplir... Ça va concerner les grandes entreprises. Voilà. Donc, c'est un élément de connaissance, mais qui est assorti d'aucune sanction. Donc, en termes d'effet opérationnel, on ne peut pas penser que c'est immédiat. Dans les mesures qu'a annoncées la Première ministre hier, il y a des moyens pour la reconversion des personnes. Donc ça, sous réserve de comment ça se met en place et combien ça concernera effectivement de personnes et quelles vont être les conditions d'accès, parce que le diable se trouve dans les détails. Oui. Mais sur le principe, ça fait partie des recommandations
recommandations que nous faisons. Augmenter la formation des seniors, proposer des reconversions quand les personnes sont sur des métiers appelés à disparaître ou à diminuer, et leur donner des compétences supplémentaires pour qu'ils restent actifs au sens plein du terme et en capacité de répondre aux demandes du marché de l'emploi dans cette période. Mais les demandeurs d'emploi que vous rencontrez, vous nous parlez de situation de détresse pour certaines d'entre elles. Je pense à Françoise que vous citiez tout à l'heure, et d'autres. On a quand même un bouleversement du rapport au travail, c'est-à-dire sociologiquement. Vous dites que ces demandeurs d'emploi ne sont pas des fainéants, ils cherchent activement, et donc ça vient tordre le cou à ce discours parfois qu'on entend. Mais néanmoins, on a quand même aussi une société qui se transforme par rapport au travail, dans son rapport au travail, dans son envie de s'engager, dans son envie de travailler. Est-ce que vous avez des gens qui vous en parlent, qui vous disent, après tout, ma vie n'est pas centrée exclusivement sur le travail, j'ai d'autres aspirations? C'est l'inverse. C'est nous qui sommes obligés de... quand les gens sont dans la détresse, ça, c'est intéressant, de leur rappeler que leur vie n'est pas que le travail. Parce qu'on a en face de nous des personnes qui s'atrophient, qui s'autodétruisent parce qu'ils se disent « mais je ne peux plus travailler, je n'arrive pas à travailler ». Donc c'est l'inverse, vous leur dites « mais regardez un peu à côté ». Oui, vous avez des enfants, vous avez des activités, vous avez des engagements, la vie est faite d'autres choses, et appuyez-vous sur ces autres choses dans cette période difficile dans laquelle vous ne trouvez pas de travail. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, ceux qui connaissent le mieux la valeur travail, c'est ceux qui l'ont perdu leur travail. C'est ceux qui sont en marge du marché de l'emploi. C'est ceux qui n'arrivent plus à travailler. On a quand même un tiers des demandeurs de l'emploi de longue durée qui sont des seniors. Ils sont très, très importants dans cette partie de la population. Sur ce point-là, on a évoqué des cadres. Vous évoquiez tout à l'heure cette femme cadre qui cherche et d'autres. Il y a quand même le débat de la pénibilité dans le rapport au travail, même lorsque la personne est engagée. Ça concerne rarement les cadres, pour le coup. Voilà. Et encore que, vous avez vu que pendant les index Hérault Hollande sur la pénibilité, certains avaient évoqué l'idée d'intégrer le stress, la difficulté du service client qui génère du stress. Olivier qui a fait un burn-out, c'est un cadre aussi. Burn-out, hein. Ah ouais. Comment on fait là sur cette question de la pénibilité? Parce que certains cadres vous disent, ou certains ouvriers ou contremaîtres vous disent, moi je ne peux pas aller jusqu'à 64 ans. Moi je suis plus, même si il y a ces situations concernant les cadres, mais notre préoccupation, elle va quand même plutôt pour ceux et celles qui sont pas ou peu qualifiés et qui sont ceux qui sont les plus au chômage, et ça quelle que soit la catégorie d'âge, enfin le moment de la vie où on se trouve, ce sont les personnes les plus pénalisées et de façon, c'est pas très compliqué à imaginer, et c'est ces gens-là qui en plus sont exposés à faire le plus souvent des métiers pénibles. Et donc ce qu'il faut imaginer, et on espère, même si ce n'est pas encore clair, que le fonds de prévention pourra permettre de mieux identifier ces métiers à facteurs de pénibilité et d'agir. L'annonce qu'a fait la Première ministre hier d'1 milliard d'euros pour ce fonds qu'il est prévu de créer, et qui doit permettre... Fonds de prévention, il permet quoi? Il permet d'accompagner les branches pour identifier les métiers qui sont les plus porteurs de caractère de pénibilité, et pour financer aussi des actions de prévention à destination des personnes qui occupent ces postes. Il faut préciser qu'il y a une liste qui est en préparation. Alors j'imagine que le gouvernement attendait les annonces du 10 janvier pour commencer à élaborer une liste précise, puisque la liste n'est pas encore tout à fait créée. Non, puis c'est un travail qui doit être fait avec les branches. Enfin, c'est extrêmement important et sensible, vous l'imaginez bien. Mais votre association qui est sur ce plateau et que vous représentez aujourd'hui, vous dites, est-ce que vous aimeriez que le gouvernement vous tende un peu plus l'oreille côté des demandeurs d'emploi? Parce que j'entends beaucoup d'opposants, et pas forcément des opposants à gauche d'ailleurs, qui évoquent que cette réforme ne parle que des personnes en bonne santé. C'est une réforme pour les gens en pleine forme. Je mets des guillemets. Là, les personnes que vous croisez, c'est des gens brisés, et on n'en parle pas. Ce dont il faut parler, c'est précisément de tout ce qu'on pourrait faire pour l'emploi des seniors. Parce que le chiffre court régulièrement. Si on était à, à 2030, à 10% de plus de taux d'activité des seniors, alors le régime des retraites serait équilibré. Beaucoup d'opposants à la réforme ont annoncé ce chiffre. Et même si on ne rentre pas dans ce Donc on règle une partie du problème. Mais si on mise des moyens d'accompagnement, d'incitation faits aux employeurs pour recruter et maintenir dans l'emploi les seniors, alors mécaniquement, non seulement on contribue à améliorer la vie de ces personnes qui pourraient se retrouver au chômage et qui auront des difficultés à faire le lien entre le chômage et la retraite, mais en plus, mécaniquement, on contribue de façon
significative à rétablir l'équilibre ou à établir l'équilibre du régime des retraites. Mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, parce que j'ai posé peut-être une centaine de fois la question, qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise, et là l'État va peut-être devoir sortir le radar, le bâton, mais qu'est-ce qui justifie qu'une entreprise se déleste de collaborateurs ou trices à partir de 50 ans? Qu'est-ce qui l'explique? Alors, je n'ai pas d'explication. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les demandeurs d'emploi? Je suis trop âgé, j'ai pas les compétences, on a pris un jeune à ma place, c'est quoi? Quand il y a des licenciements économiques, c'est les premiers qu'on fait partie. Dans la charrette, comme on dit. Je citais l'exemple des burn-out. Bon, ça, ma foi, ça arrive. Et puis... Mais ça arrive, c'est-à-dire qu'ils ne réintègrent pas après le burn-out parce que non. Là, dans bien des cas... probablement qu'il y a quelques cas heureux où la personne reprend. Mais en général, quand la personne arrive dans cette situation extrême, on lui recommande, pas SNC en propre, mais en général, il est recommandé de ne pas revenir sur les lieux où on a souffert et plutôt de se propulser, de se projeter dans un autre environnement que revenir sur les endroits... Est-ce que vous faites partie de ceux qui militeront, parce que le débat ne fait que commencer, mouvement social qui débute le 19 janvier prochain avec une intersyndicale unie, avec des associations, avec des Français qui, visiblement, en tout cas, disent les sondages, ne sont pas favorables à cette réforme. Est-ce qu'il faut que le gouvernement, pour équilibrer, je dirais, cette tension dans la rue, soit plus dur à l'égard des entreprises qui se délestent de leurs seniors? Comment on fait? Qu'est-ce que vous proposez? Nous, ce qu'on propose, c'est d'engager, et ça fait partie des mesures qui ont été annoncées hier, mais de façon générique, donc il faut voir comment ça va être en pratique, mais renforcer les incitations, voire les obligations à proposer de la formation et de l'actualisation des compétences pour les personnes seniors. Ça peut être aussi des incitations au recrutement et qui pourraient, ça faisait partie des mesures qui circulaient aussi dans les débats, se traduire pour les plus bas salaires, c'est-à-dire les personnes les moins qualifiées par des exonérations de cotisations sociales, comme ça s'est fait et comme ça se fait régulièrement, pour inciter à garder ou recruter les seniors. Alors, ça ne fait jamais que des jeux de changement de file d'attente, mais au profit de ceux qui sont les plus vulnérables dans la période, et à cause de la réforme de l'assurance chômage qui diminue leur durée d'indemnisation, et à cause de la réforme des retraites qui rallonge le moment et qui éloigne le moment où ils peuvent prendre leur retraite. Donc ça, c'est des mesures qui pourraient être Françoise, Olivier, dont vous parlez, ce sont des gens qui existent, ils sont incarnés dans cette émission. Ils vont devoir attendre 64 ans pour bénéficier minimum, je pense, parce que peut-être qu'ils ont fait des études jusqu'à 25 ou 26. Je ne connais pas leur parcours, je ne sais pas s'ils rentrent dans les critères des carrières longues. Ça, je ne sais pas. Parce que si elle est cadre, Françoise, elle a forcément fait un bac plus 4 ou bac plus 5. Donc potentiellement, elle est visée par la réforme et elle devra attendre. Alors, elle a 58 ans, peut-être qu'elle va passer à côté. Il y a d'autres dispositifs qui peuvent l'accompagner, indépendamment du dispositif RSA ou, qui peuvent la prendre en charge? D'un point de vue financier, non. Enfin, rien. C'est le RSA. Donc 500... C'est 500 € pour une personne seule, en gros, hors de grandeur. Donc elle devra vivre, pour avec 500 €. Avec 500 €. Et elle dit que jusqu'ici, elle a complété ses ressources par de l'argent qu'elle avait mis de côté. Elle dit, mais je n'en ai plus. Et je n'ai pas prévu de vivre au crochet de mes enfants. Et ni sous un pont, comme vous le disiez tout à l'heure. Ni sous un pont, comme elle le disait, elle, tout à l'heure. C'est elle qui a dit « j'ai l'angoisse de finir sous les ponts ». C'est quand même des paroles qui sont sidérantes. Donc vous allez suivre, j'imagine, de très très près Solidarité Nouvelle face au chômage, ce débat du mouvement social. D'ailleurs, l'association que vous êtes, vous le soutenez, ce mouvement social, ou pas? Alors, ou vous êtes dans une forme de neutralité, la posture de l'association, depuis bientôt 40 ans qu'elle existe, c'est de rester apolitique et pas de s'engager dans le débat politique. En revanche, notre légitimité et ce dans quoi nos statuts nous engagent, c'est bien de parler et d'être les porte-parole de la situation des personnes que nous accompagnons, et ce que je me suis efforcée de faire ce matin. C'est tout à fait exact, et on salue Françoise, on salue Olivier, ces femmes et ces hommes que vous accompagnez, et dont vous nous dites d'ailleurs que eux, leur rapport au travail n'a pas changé. Et ils sont plus que jamais engagés. Non, mais vous reconnaissez que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut lire, entendre ici ou ailleurs. C'est exactement l'opposé d'une forme de discours ambiant et ce qui est très douloureux pour ces personnes-là, encore plus, bien sûr, de voir que c'était, je ne sais plus, il y avait un sondage qui sortait, 2/3 des Français considéraient qu'il suffisait de raccourcir l'indemnisation pour que les gens retrouvent un emploi. C'est exactement ça. Parce que quand on raccourcit l'indemnisation, pourquoi à la fin de la période d'indemnisation, les gens se dépêchent de reprendre un boulot?
juste parce qu'ils ont besoin de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ils prennent un travail qui est sous-dimensionné par rapport à leur qualification et à leur expérience, avec moins de salaire, avec un effet qui est que s'ils prennent un emploi moins qualifié, c'est des gens moins qualifiés qui perdent une place. Et si, de nouveau, ils sont au chômage, ils auront moins. Et l'effet dépressif massif sur l'ensemble des salaires, puisqu'on diminue les prétentions de ceux qui pourraient prendre d'autres responsabilités. On n'a plus le temps de parler de France Travail, mais qui était l'autre grand chantier sur lequel vous travaillez. Mais vous reviendrez, parce qu'on fera des débats, évidemment, sur cette institution qui va remplacer, dans les mois qui viennent, Pôle emploi, avec peut-être une petite révolution. Peut-être, vous le dites avec le sourire. En tout cas, une belle ambition. Merci Nathalie Annette. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Alors c'est Année. Année. J'ai pas voulu vous. J'ai vu dans vos yeux tout à l'heure. C'est ça. Merci Nathalie Année, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage, avec ces témoignages, cette réalité des personnes que vous accompagnez. Merci à vous. Merci à vous. On tourne une page et on lance fenêtre sur l'emploi avec notre invité. On va parler climat et c'est tout de suite.